Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une série de documents vraiment poignants qui nous viennent d'Iran. Oui, on a des reportages, des analyses politiques et une interview assez dense. Une interview exclusive, oui. Et le tableau qui se dessine, il est assez saisissant. On parle de manifestations monstres, de coupures d'Internet quasi totales. Et d'un sentiment partagé par tous les analystes que quelque chose d'historique est en train de se jouer. C'est ça. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer tout ça, parce que toutes nos sources, elles semblent pointer vers un catalyseur, un élément déclencheur très très précis. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre la dynamique que décrivent ces documents, de saisir la force motrice derrière ces événements, la stratégie qui est exposée. Et les revendications aussi, qui sont très claires dans les rues. Voilà. Pour comprendre la nature de ce que plusieurs n'hésitent plus à appeler une véritable phase révolutionnaire. Alors, commençons par le commencement, l'étincelle. Le point de départ. Et là, tous les articles, tous les reportages s'accordent. Cette nouvelle vague, massive, c'est une réponse directe à un appel public. Un appel lancé par le prince Reza Pahlavi. Et les images qui ont réussi à filtrer sont juste incroyables. On voit des marées humaines à Rasht, à Karaj. Et dans plusieurs quartiers de Téhéran, bien sûr. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que le régime a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a coupé Internet. Sauf que là, ça n'a pas marché. Non. Et c'est un point fondamental. Normalement, c'est leur outil ultime pour tuer un mouvement dans l'œuf. Et les gens sont sortis quand même. En très grand nombre. Plusieurs analystes disent que ça prouve que le mouvement a dépassé le stade de l'organisation en ligne. C'est devenu plus organique. Et les sources insistent vraiment là-dessus. L'appel du prince Pahlavi a transformé un mécontentement qui couvait en un mouvement coordonné à l'échelle nationale. Tout à fait. Et ça s'entend dans les slogans. Ah oui, il y en a un en particulier qui est cité partout. Ni Gaza, ni Liban, ma vie pour l'Iran. Ça s'en dit long, non? Énormément. C'est ce qu'un des analystes appelle une rupture idéologique fondamentale. C'est-à-dire? Pendant 45 ans, la politique étrangère du régime, c'était d'exporter sa révolution. Le Liban, Gaza, Les fameux proxys. exactement. Et là, le peuple dans la rue dit « Stop, cette politique n'est pas la nôtre. Notre priorité, c'est ici, c'est l'Iran. » C'est un recentrage nationaliste très très fort. Ce qui est aussi frappant, et ça traverse vraiment tous les documents, c'est la question de la peur. On a l'impression qu'un seuil a été franchi. C'est clair, malgré la répression qui est féroce, les gens continuent de sortir. On a même des infos sur comment les vidéos sortent du pays. Grâce à Starlink notamment. Oui, l'Internet par satellite qui contourne la censure. C'est un vrai changement de donne, ça. Et dans son interview, justement, le prince Pahlavi est interrogé sur ce qu'il ressent en voyant ces images de bravoure. Sa réponse? Elle est très simple. Fierté. Je n'ai pas d'autre mot pour ça. Et cette fierté, on dirait qu'elle est partagée. Les sources décrivent une population qui ne recule plus. Et en parallèle, on a les menaces. Très publiques, très dures, des chefs du pouvoir judiciaire, de la police. Et ça, c'est interprété comment? Comme un signe de force. C'est tout le contraire, d'après les analyses. Un expert explique que, quand un régime en est réduit à menacer publiquement son peuple de répression implacable, Ce n'est plus de la force. non, c'est un aveu très blesse. C'est le signe que l'intimidation ne marche plus. Ces menaces sont lues comme l'expression d'une panique profonde face à un peuple qui a, je cite, définitivement vaincu la peur. Au-delà de cette bravoure, ce que l'interview du prince met en lumière, c'est qu'il y a une stratégie derrière. Oui, on n'est plus dans la seule réaction spontanée, c'est structuré. L'un des volets très importants, c'est l'appel aux forces armées. C'est un point crucial, ça. Oui, et son message est très fin. Il distingue bien les gardiens de la Révolution, la milice idéologique, et l'armée nationale, l'Artèche. Et c'est à l'Artèche qu'il s'adresse. C'est à eux qu'il dit en substance « Votre allégeance va à l'Iran, pas à ce régime. Placez-vous aux côtés du peuple. » C'est une tentative claire de fracturer l'appareil sécuritaire. Mais est-ce que les sources pensent que cet appel peut être entendu? On sait que l'armée est très surveillée. C'est la grande inconnue, et les analystes sont prudents. Mais l'un d'eux souligne que la crise économique, elle touche aussi les familles de soldats. D'accord. L'idée, c'est peut-être moins un ralliement spectaculaire qu'une sorte de neutralité passive, que des unités refusent de tirer sur la foule. Et ça changerait tout sur le terrain. D'accord. Ça, c'est le volet sécuritaire, mais il y a un deuxième volet tout aussi important qui est économique. Et celui-là, il est sans doute plus concret, plus stratégique encore. L'appel à la grève est très ciblé. Non. Il vise les secteurs qui sont la colonne vertébrale financière du régime. Le pétrole, le gaz. Là où il y a l'argent. Exactement. Et les transports, avec un appel très spécifique aux camionneurs. L'expression qu'il utilise dans l'interview, c'est assécher la source de revenus du régime. C'est une action quasi chirurgicale, en fait. C'est ça.
Une analyse fait d'ailleurs le parallèle avec les grèves du secteur pétrolier de 1978, qui avaient paralysé le pays avant la chute du Shah. L'idée est la même. L'idée est la même, priver l'État de sa capacité à payer ses forces de répression. Un régime qui ne peut plus payer sa milice, c'est un régime en sursis. Et il y a un troisième élément qui semble motiver les gens. Ce n'est pas juste un mouvement de rejet. Les documents insistent sur le fait qu'il y a une vision pour l'avenir. Absolument. C'est peut-être la grande différence avec les vagues précédentes. Le prince Pahlavi ne se contente pas d'appeler à renverser le régime. Il parle de la suite. De ce qu'il appelle la gestion de la transition. Voilà. Il parle d'un plan pour les 100 premiers jours, pour assurer les services de base, maintenir l'ordre. Et il va même plus loin. C'est-à-dire ? Il mentionne des négociations déjà en cours avec des pays et des institutions financières pour une levée immédiate des sanctions dès la chute du régime. Le message, c'est que le changement ne sera pas un saut dans le chaos. C'est ça. Ce sera le début d'une reconstruction rapide. Et ce qui est fascinant, c'est le lien que les sources font entre cette vision et les slogans dans la rue. On en revient encore au slogan. Toujours. Parce qu'un autre slogan qui est rapporté, c'est « Père la vie, Bermi gardé ». Pahlavi revient. Ce qui est très direct. Très. Les manifestants ne crient pas juste « abat le régime ». Ils nomment l'alternative qu'ils veulent. Et cette adhésion à une proposition politique structurée s'est présentée comme un moteur de mobilisation très puissant. Tout ça nous amène à une deuxième phase, à une escalade. Après ce premier appel, les sources parlent d'un second message, où le ton change radicalement. Oui, c'est un point de bascule. Le message tel qu'il est cité est « Notre objectif n'est plus simplement de descendre dans la rue. Il continue en disant L'objectif est de se préparer à la prise et à la conservation des centres-villes. » Et là, on change complètement de paradigme. On n'est plus dans la manifestation ? Ah non, on passe de la manifestation, qui est temporaire, à une logique d'occupation de l'espace. C'est une stratégie de siège, en fait. Un siège interne, oui. Occuper les places stratégiques. Paralyser les centres du pouvoir. C'est une confrontation directe, permanente. C'est la définition d'une phase insurrectionnelle. Et c'est là qu'une analyse qualifie la situation de « d'historiquement sans précédent ». C'est un mot très fort, oui. L'analyste en question dit, en résumé, on assiste peut-être à un phénomène unique dans l'histoire moderne. Une dynastie renversée par une révolution populaire. Qui est rappelée au pouvoir par une autre révolution populaire. C'est fou quand on y pense. Oui, et cette même analyse s'attarde sur le parcours du prince Pahlavi, sur ses 46 dernières années. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Et elle souligne qu'il a mené ce combat politique pendant des décennies, sans soutien étranger, sans armée, sans budget. L'auteur y voit la source de sa légitimité. Et il décrit comment, par un travail patient, il a réussi à inverser le slogan de 1979, « Mort au chat », en son exact opposé, « Javid chat », « Vive le chat », qu'on entend aujourd'hui. C'est présenté comme l'aboutissement d'une stratégie de très très longue haleine. Donc, si on résume la situation décrite par nos sources, on a un peuple qui n'a plus peur, galvanisé par un leader qui propose une stratégie claire. Une stratégie en 3 temps, fracturer l'armée, assécher l'économie du régime et occuper l'espace public jusqu'à la chute. Une offensive sur plusieurs fronts en somme. Exactement, et ça met le régime dans une position intenable. Le courage des manifestants, combiné à cette feuille de route, semble avoir, selon ses lectures, fait basculer le rapport de force. Alors la grande question pour finir, que signifie tout cela pour la suite ? Quelle est la conclusion vers laquelle ces documents convergent ? La conclusion, plus ou moins prudente selon les sources, c'est que l'effondrement du régime est perçu comme imminent. C'est présenté comme une question de temps. Le prince Pahlavi lui-même le dit très directement dans son interview. Oui, il termine par cette phrase « Je me prépare également à rentrer au pays, je crois que ce jour est très proche ». C'est un signal très fort. La stratégie, c'est donc cette double pression, physique dans la rue et économique par les grèves. C'est ça. Le passage de la manifestation à l'occupation des centres-villes est vu comme l'acte final, la phase décisive qui doit provoquer la chute. Les sources qu'on a parcourues dessinent donc le portrait d'une révolution nationale en marche, catalysée et menée par le prince Reza Pahlavi, avec cet objectif explicite de son retour. C'est le récit qui se dégage, oui. Et ça laisse une question vertigineuse en suspens. Si ce scénario se réalise, si le régime tombe demain, à quoi ressemblerait concrètement le jour 1, sur le terrain, au milieu du chaos et des espoirs immenses ? C'est la grande inconnue. Mais le message final qui ressort de toutes ces sources, c'est un message de Shigar, de victoire pour le peuple iranien. Javid Shah.